Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Et pour terminer ce mois de juin, on vous propose une chronique mitraillette ce matin avec Frédéric Bérard. Il va commenter en rafale 4 sujets d'actualité qui abordent des thèmes de société et de judiciaire. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur à l'émission. Frédéric Bérard, salut! Salut! On va commencer, on prend l'avion radiophonique, on va se déplacer à Guantanamo, un endroit que tu connais bien. Pour ceux et celles qui ont lu ton livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr », parce qu'une rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme et la lutte antiterroriste avait finalement donc été autorisée à effectuer cette visite en février. Son rapport a été publié lundi. Qu'est-ce qu'on retient de ce rapport, Frédéric? Écoute, des trucs qu'on savait déjà, qu'on nage en plein arbitraire, notamment en matière d'accusation, que tout le système de justice est défaillant, qu'il y a évidemment des problèmes d'un point de vue service de santé, il y a un problème d'extraction de cellules, on utilise la force plus souvent qu'autrement sans raison. Des choses sur que je te dirais qu'on se doutait assez bien, et quand j'y étais d'ailleurs en juin dernier, là, c'est pratiquement un an jour pour jour, il y avait une épidémie de COVID, Frédéric, qu'on avait su. Personne n'osait en parler parce qu'on voulait pas que ça se ramasse dans les médias, et l'épidémie de COVID avait lieu dans les cellules. Il y en a même certains qui en sont décédés. Donc, tu vois un peu l'espèce de comment je dirais, d'opacité encore du régime, même si, je dois bien dire, je suis un peu surpris, moi, que l'ONU ait réussi enfin à rentrer là. On sait que ça a pris une vingtaine d'années avant qu'une rapporteuse spéciale ait pu y aller. Donc, très clairement, là, il s'est passé quelque chose. Guantanamo sait qu'elle va fermer tôt ou tard, fort probablement, et elle essaie peut-être de rectifier le tir avec des opérations de PR, mais elle va donc savoir. Mais là, parce qu'il y a eu des reportages dans les médias, il y a eu des livres comme le tien. Qu'est-ce qu'un rapport de l'ONU pourrait apporter au débat ou changer? Bon, évidemment que c'est beaucoup plus symbolique, mais l'ONU demeure en quelque sorte l'espèce de forteresse, la gardienne, si je peux dire, des droits fondamentaux, des libertés publiques. Donc, en tant et aussi longtemps que l'ONU ne s'est pas prononcée formellement par l'entremise d'un rapport officiel, on peut nager dans une espèce de néant, et ça a toujours été le jeu de Guantanamo. Il y a beaucoup plus de non-dits qu'il y a de dits. Là, maintenant, la rapporteuse nous explique clairement ce dont on doutait ou ce que je savais personnellement pour être allé, c'est-à-dire tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais en d'autres termes, ça prend l'autorité suprême qui est celle de l'ONU pour qu'il y ait une espèce de cristallisation là, côté conclusion et peut-être conséquences éventuellement. Bon, on quitte Guantanamo, on traverse, donc on prend un traversier pour se rendre aux États-Unis. C'est intéressant à Donald Trump parce que dans un enregistrement diffusé par des médias américains lundi soir, on entend Donald Trump qui se vante de détenir un document confidentiel en présence de plusieurs personnes, et de plus, ce document était cité comme une pièce à conviction clé du fameux acte d'accusation fédérale contre l'ex-président. Encore une autre feuille dans son épais dossier. Qu'est-ce que ces faits pourraient changer sur le plan judiciaire? Tu te rappelleras peut-être qu'il y a 2 semaines, peut-être 3, quand on en a parlé, je t'ai prédit de manière comment je dirais, très audacieuse, sinon stupide, le fait que, je dis stupide dans l'optique où si je me trompe, je vais avoir l'air stupide, que Donald Trump ira en prison basé sur les accusations dont tu viens de parler. Ce qui vient de ce que tu viens de nous dire, en fait, confirme cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'il se dirigera tout droit vers la tôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le moyen de s'en sortir. Déjà que tu aies des boîtes comme celle-là chez toi, il n'y a pratiquement pas d'excuses possibles. Ce qu'il a essayé de nous dire, c'est, j'ai pas le temps de commencer à trier des boîtes. Mais à l'instant, là, quand tu parles de la Maison-Blanche, là, ce type de document-là, c'est pas dans ton petit bureau à côté. On s'entend, ce sont des documents qui sont excessivement bien gardés parce qu'ils sont excessivement confidentiels. Or, la nouvelle preuve nous dit que, vous voyez, il le savait très bien, au point où il s'apprêtait à avertir l'Iran de certains plans qui auraient pu être conçus contre elle. On sait aussi qu'il y a des plans par rapport à la recette du nucléaire dans ces mêmes boîtes-là. Donc, en d'autres termes, moi, je vois mal comment ce gars-là pourrait s'en sortir, surtout que sa dernière excuse, qui était essentiellement, disons-le franchement, plutôt poche, passe-moi l'expression, vient de s'envoyer en fumée avec la preuve en question. Je comprends que c'est une autre preuve accablante contre lui, mais plusieurs personnes comme moi, Frédéric Bérard, se disent parce qu'il est blanc, parce qu'il est riche, parce qu'il a des contacts, c'est un ancien politicien, il a de l'influence encore, parce que c'est Donald Trump, on se demande, est-ce qu'il pourrait d'une quelconque façon encore s'en sortir?
Si jamais tu avais raison, Frédéric, je pense qu'on pourrait conclure que les États-Unis sont un État de droit qui est en train de débouler à 1000%. Moi, je suis déjà d'avis que la débandade est en train de se produire, mais si un truc aussi évident, aussi factuel, avec autant de preuves par rapport à une infraction de responsabilité absolue, c'est-à-dire est-ce que tu avais les boîtes ou pas, si ceci fait en sorte que Trump soit malgré tout acquitté, moi, je te dirais qu'à ce moment-là, c'est la fin des haricots pour les États-Unis. Et tu m'excuseras parce que pour une rare fois à ton micro, peut-être même une des premières, je veux faire preuve d'optimisme et me dire ce n'est pas possible que les États-Unis aillent aussi bas. J'espère qu'on ne ressortira pas cet extrait, Frédéric Bérard. Non pas et le but, c'est pas d'humilier nos chroniqueurs, loin de là, mais combien de fois, donc, et je pense à Raphaël Jacob qui avait déjà fait des affirmations sur la possibilité de Donald Trump à la présidence. Bon. J'ai effectivement cette image en tête, alors j'ai mes doigts croisés, tu ne le vois pas, là, mais ils sont croisés bien fort à part ça. Parlant de débandade, en Russie, ça a brassé pendant la fin de semaine, les derniers jours, entre le Kremlin et le groupe Wagner. Qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut interpréter dans tout ça? Et c'est drôlement compliqué, parce que dans ce genre de situation-là, particulièrement lorsque on parle de la Russie, il y a un jeu de désinformation, de propagande qui est excessivement puissant. Ça semble faire consensus, d'un côté comme de l'autre par ailleurs. Mais ce qui semble assez évident, c'est que le vernis de Poutine commence à craquer et tu me diras, il est temps, là, parce que ça fait déjà des tonnes de mois que toute cette folie-là a commencé, qui est une violation parfaite du droit international, entre autres choses. Moi, je me pose la question à savoir, est-ce que le groupe Wagner, à tout hasard, aurait pu être financé par certaines forces, comme par exemple les Américains? Tu remarqueras que les États-Unis, la France, le Canada, entre autres, le Royaume-Uni, n'ont à peu près pas fait de commentaires sur l'événement en question. Il ne faut pas oublier aussi que le groupe Wagner est géré par quelqu'un qui, franchement, n'a pas l'air d'aller trop bien entre les deux oreilles. Là. Lui, Poutine, c'est une compétition, je dirais, assez serrée, côté psychopathie. Donc, est-ce qu'il y a eu encore des échanges d'enveloppes? Est-ce qu'il y a eu une espèce de jeu de tractation? C'est fort possible. Évidemment, on ne peut pas le savoir à proprement parler. Mais ce qui est à retenir, par contre, c'est que si tu es Ukrainien aujourd'hui, tu as vu ça aller, puis tu dis, finalement, il y a peut-être de l'espoir. Peut-être que tout ceci est en train de se revirer contre le principal protagoniste, c'est-à-dire Poutine. Bon, on va terminer avec un retour au Québec. Je veux t'entendre sur un dossier de Québécois hier où on apprenait donc de manière assez détaillée les avoirs et le parc immobilier de plusieurs élus, des ministres de la CAQ, du gouvernement du Québec. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment donc nécessaire de savoir qu'est-ce que possède et la valeur des résidences et des maisons de nos élus au Québec? Écoute, moi, je trouve qu'on est rendu bas un peu, là. C'est le genre de journaliste qui fait mal à la démocratie parce qu'il entretient une méfiance très claire, très nette envers nos politiciens, en disant essentiellement qu'avoir de l'argent, c'est suspect, c'est louche. Si t'es aussi riche, il y a probablement une espèce de dos de passe-passe que tu as essayé de nous faire. À titre personnel, je suis très mal à l'aise avec ça. Par contre, les politiciens jouent à ce jeu-là aussi. Ils sont un peu responsables de leur malheur, en quelque sorte. Quand, par exemple, les chefs de parti présentent lors des élections leurs états financiers, la valeur de leur patrimoine. Moi, j'ai toujours été très mal à l'aise par rapport à cet exercice-là. Je considère que ça ne nous regarde pas. Ceci dit, du journalisme sur des questions de conflit d'intérêts, ça, par contre, ça devient intéressant. Par exemple, si on sortait la preuve que la ministre Duranceau a fait X, Y, Z qui la place en conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions, évidemment, là, je dirais que c'est autre chose. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qui a été fait. On a été capable de démontrer que très clairement, son parti pris, son billet pro-propriétaire est assez évident, ça va de soi. Mais pour le reste, là, franchement, de savoir que tel ministre a un condo à 600 000 à telle place, c'est pratiquement de l'indécence. Il manie très bien la mitraillette pour cette chronique en rafale pour 4 sujets. Frédéric Bérard, on va remettre ça très prochainement, je suis persuadé, pour ce type de chronique. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Bye-bye.